Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Référendum du 18 juin, faut-il voter oui ou non? C'est le thème de notre grand dialogue, débat public aujourd'hui à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Un face-à-face entre le camp du oui et le camp du non. Pour le camp du oui, nous recevons ici Madame Samake Fatoumata de l'Alliance démocratique du peuple malien ADPM et Alassane Abba pour le camp du non. Il est le secrétaire général de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM. Mesdames, Messieurs, les Maliens devront se prononcer le 18 juin prochain en faveur ou contre une nouvelle constitution. La campagne référendaire s'est ouverte vendredi dernier 2 juin dans tout le pays alors que les partisans du oui mobilisent leurs militants. Ceux du non sont aussi en campagne pour faire barrage à une nouvelle loi fondamentale. Studio Tamani, fidèle à sa mission, donne la parole aux différents acteurs pour animer ce grand dialogue face à face. Je suis Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Je voudrais commencer par vous, Madame Samake Fatoumata Traoré. Vous représentez ici le camp du oui. Comment se passe la campagne? Est-ce qu'on a atteint la vitesse de croisière? Oui, bonjour, Monsieur Gadjigo, et bonjour à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Je dois d'abord remercier le studio Tamani pour nous avoir donné l'occasion de participer à ce face-à-face. Parce qu'effectivement, nous sommes en période de campagne et cette campagne a commencé depuis le 2 juin passé. Et je pense que la campagne bat son plein. Parce que hier déjà, donc, nous étions en meeting au stade du 26 mars, mais bien avant cela, pratiquement dans tous les partis politiques, les mouvements, les regroupements politiques, on a vu qu'il y a des activités qui sont en train d'être menées. Et ces activités sont surtout des activités de plaidoyer, des activités d'information, de sensibilisation sur ce projet de constitution. Et en même temps, on a fait un point de presse il y a 2 jours, 48 heures déjà, au CICB, pour informer l'opinion nationale et internationale sur notre position par rapport à ce référendum. Donc notre position, elle est claire, c'est vraiment un oui massif pour le 18 juin 2023. Alors, vous l'avez dit hier, vous étiez en meeting. Comment est-ce que vous êtes sorti de cette meeting? Riquenquée, confiante, ou bien vous avez des doutes depuis hier? Nous sommes ressortis confiants parce que nous nous sommes dit ce meeting, c'était pas, en tout cas tous les partisans du oui n'étaient pas forcément à ce meeting parce que c'est un meeting qui se passe d'abord dans la capitale et c'est un meeting qui a été organisé pour lancer la campagne. Donc, ça a été fait dans des conditions où, finalement, tous nos partisans ne pouvaient pas être présents. Mais en même temps, on a vu aussi que lors de ce meeting, la représentativité était de mise. Et les partisans, ou on va dire nos militants qui sont dans les autres régions, y compris au niveau de la diaspora, étaient de cœur avec nous et on a reçu tous les encouragements qu'il faut pour aller. Et nous restons confiants parce que nous nous disons que le Mali a besoin de changer de paradigme. Le Mali a besoin de réformes institutionnelles qui lui permettent d'affronter l'enjeu auquel nous sommes, en tout cas, nous faisons face aujourd'hui, c'est-à-dire la situation sécuritaire, la situation économique et toutes ces situations que les Maliens vivent et qui ne sont pas du tout des situations luisantes. Et je pense que ce document est un premier pas pour que le Mali puisse retrouver sa souveraineté, puisse renouer avec ses valeurs, puisse renouer avec son peuple. C'est pour ça que nous restons confiants pour un oui massif. D'accord. Nous allons en parler en profondeur concernant ce projet de nouvelle constitution. Mais Alassane Abba, vous avez certainement suivi le meeting du camp du oui hier. Comment vous avez trouvé cette mobilisation? Est-ce que ça vous inquiète déjà? Merci, M. Sekou. Permettez-moi de vous remercier
remercier Studio Tamani pour avoir bien voulu organiser ce face-à-face entre ceux qui disent oui et ceux qui disent de retirer purement et simplement le projet de constitution. Et également, bien sûr, à travers moi, tous ceux qui pensent, même si c'est un non, que ce projet n'est pas opportun. Permettez-moi aussi de vous remercier également pour avoir voulu tenir ce débat dans un cadre idéal, particulier, notamment devant les élèves, devant cette école de journalistes, ces jeunes qui ont choisi d'aller à l'information, de donner l'information, la vraie information, malgré les risques que comporte le métier. Ils le savent, ils en sont conscients, mais ils ont pris cette option. Je vous remercie parce que ça me permet, en tant qu'enseignant, éducateur, de faire comme si je m'adressais à mes enfants, aux élèves, devant lesquels je n'ai pas le droit de mentir, devant lesquels, en tout cas, l'orthodoxie, la déontologie de l'éducation enseigne à tout enseignant, à tout homme appelé à faire, à livrer ce savoir, à être correct et à ne dire que ce qui est vrai. Donc ici, je ne viens pas en campagne pour faire de la propagande. Je viens simplement pour vous dire que pour nous, ce projet, aussi bien que la campagne que ça a déclenché, pour nous, ce n'était pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire parce que tout le monde le sait. Nous n'inventons rien. Nous vous parlons de ce que nous avons vu. Nous vous parlons de ce que chacun d'entre vous a entendu et sait. Nous vous parlons de notre Constitution, la Constitution actuelle, qui est très claire en la matière, qui ne donne aucune autorisation, aucun droit à qui que ce soit d'aller à l'adoption d'une nouvelle Constitution. Il n'y a pas un point dans la Constitution actuelle qui est en vigueur, qui permet à qui que ce soit d'aller à l'adoption d'une nouvelle Constitution. Ce que la Constitution autorise, c'est sa révision. Faites parler la Constitution. Vous êtes tous instruits, vous savez lire, vous savez écrire, vous savez aussi tirer les leçons et vos propres conclusions. La Constitution actuelle dit que sa révision est possible. Mais qui peut la réviser? C'est un président élu et des députés élus. À part ça, même une virgule ne peut être changée par qui que ce soit. J'entends les gens dire très souvent que tout ce qui n'est pas interdit, que tout ce que la loi n'est pas interdit est permis pour un citoyen. Il s'agit des droits des citoyens, des droits et des devoirs des citoyens. Le président de la République, ce n'est pas n'importe quel citoyen. La Constitution, ce n'est pas n'importe qui peut dire qu'il peut la modifier. La Constitution indique qui, comment et même quand. Elle précise même que lorsque il y a une menace, lorsque l'intégrité du territoire national est menacée, aucune révision n'est possible. Aucune révision n'est possible. Alors je m'étonne, et nous sommes étonnés, de voir subitement des hommes et des femmes qui ont juré sur la Constitution. Ils ont juré de respecter la Constitution, de la faire respecter, de respecter aussi les engagements internationaux. Subitement, venir, après un certain temps, après 8 mois, ce n'est qu'au deuxième coup d'État, je précise, que ces hommes ont inventé maintenant une autre notion, c'est de retourner vers les Maliens, demander les Maliens leur opinion, pour voir si on doit respecter le délai de la Constitution ou pas. Et c'est à partir de cet instant que l'aventure a commencé. C'est à partir de cet instant. Donc, c'est pour vous dire que ce référendum, oui, cette campagne qui a commencé, nous la menons à notre façon. Ce que vont dire, avec les moyens de l'État, avec les agents de l'État, qu'ils mobilisent, quitter les bureaux, quitter le travail, pour aller se mettre aux ordres du pouvoir, ça ne nous ressemble pas. Nous avons notre façon de faire la campagne. Quelle est cette façon? Cette façon de faire la campagne, nous l'avons commencé depuis le début. Depuis le début, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le jour où ils ont parlé des ANR, nous avions dit aux Maliens, faites attention. Les ANR n'ont rien à voir avec ça. Et les ANR ne peuvent pas avoir plus d'importance que la constitution d'un pays.
Un pays qui a sa constitution puise la voie à suivre à partir de sa constitution, à partir de ces lois qui existent. Les ANR ont dit, allez-y à 5 ans. Ils leur ont demandé de dire ça. De demander 5 ans, c'est ce qu'il nous faut. D'accord, nous allons vous redonner la parole tout de suite, Madame Samaké. Alassane Abba nous a déjà plongé dans le vif du sujet. Moi, je voulais qu'on parle de la campagne, de votre appréciation de l'organisation de la campagne. Oui. Mais déjà pour lui, en tout cas, cette réforme de la Constitution, cette adoption d'une nouvelle Constitution n'est même pas appropriée et les autorités du moment ne sont pas légitimes à le faire. Qu'est-ce que vous répondez à Alassane Abba? Bon, ce que j'ai à dire à ce niveau, c'est que les lois sont faites par les hommes et les lois peuvent être défaites par les hommes. Ça, c'est une constance. On ne peut pas enlever ce droit au peuple. Ce qui est sûr, c'est que si la Constitution, en tout cas on va dire la Constitution de 1992, ne permet pas qu'il y ait révision, de la même manière, cette Constitution n'a pas prévu non plus qu'il y ait, par exemple, le mouvement du M5 RFP, qu'il y ait un coup d'État ou que vraiment on renverse le pouvoir ou que le Mali soit dans la situation chaotique que nous vivons actuellement. Aucune constitution n'a prévu cela. Et pourtant, ça s'est passé. Alors, moi, ce que je vais dire tout simplement, c'est que nous aussi, nous qui sommes du camp oui, nous n'avons pas le droit de mentir au peuple. Nous sommes en même temps des personnes qui se soucient, en quelque sorte, du devenir et de l'avenir de la nation malienne. Aujourd'hui, quand nous analysons la Constitution de 1992, on se rend compte d'une chose évidente, c'est que cette Constitution, elle est caduque. C'est une Constitution qui ne répond plus aux aspirations du peuple malien, dans la mesure où, dans cette Constitution, on ne retrouve même pas un principe directeur qui gouverne l'action publique, par exemple. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir cela. Et je pense que ce principe-là est important en soi, parce que c'est un principe qui permet au peuple de mesurer comment les autorités ou comment, en tout cas, les institutions publiques mènent leurs actions sur le terrain et peuvent décider aussi que ces actions-là ne conviennent pas ou ne répondent pas à ce qui est inscrit dans la Constitution et pourraient éventuellement mettre fin à cela. Aujourd'hui, le Mali est pratiquement une vitrine, on va dire au niveau de l'Afrique, mais au niveau mondial, parce que nous avons adopté un nouveau tournant. C'est vraiment le changement de paradigme par rapport à ce que nous vivions, parce que si réellement la politique que nous menions auparavant était une bonne politique, si nous avions une constitution qui nous protégeait autant, si on avait une constitution qui était aussi solide, s'il y avait des hommes intègres qui respectaient cette constitution, qui mettaient en œuvre cette action publique, aujourd'hui nous n'en serions pas là. Alors pourquoi il faut aller vers une nouvelle constitution? C'est simple. Moi aujourd'hui, j'ai dit oui pour la simple raison que je ne veux pas que cette ancienne constitution continue à nous diriger. Et je dis oui également parce qu'il y a des innovations majeures qui ont été portées dans cette constitution. Mais qu'est-ce que vous reprochez à cette constitution actuellement en vigueur, que vous appelez ancienne constitution? Bon, ce que je reproche à cette constitution, c'est déjà la manière dont cette constitution a été, en tout cas, adoptée, qui n'a pas reçu, en tout cas, tout le processus que nous avons vécu avec cette nouvelle constitution. Quoi qu'on dise, les ANR, les assises nationales de la refondation ont été menées partout à travers le pays, y compris au niveau de la diaspora. On a interrogé les Maliens. On a demandé aux Maliens ce que nous voulons pour le Mali. Et il y a eu 517 recommandations qui ont été faites par des Maliens. Ce n'est pas les autorités de la transition qui ont demandé aux Maliens de faire ces recommandations. Alors, ce qui, pour moi, pour l'ancienne constitution, on n'avait pas eu cette démarche d'appropriation. D'abord, une démarche qui consiste déjà à inclure, à faire une certaine inclusivité, en tout cas, demander au peuple ce qu'il pense avant d'aller vers la mise en œuvre des réformes. Mais c'est à la suite d'une conférence nationale que cette constitution a été adoptée. Oui, c'est à la suite d'une conférence nationale, mais moi, ce que je dis toujours sur les plateaux, c'est que malgré, en tout cas, la mise en œuvre de cette constitution, on va dire l'adoption de cette constitution,
ça n'a pas reçu l'adhésion populaire que nous avons actuellement, puisque la majorité des Maliens n'avaient même pas connaissance du contenu de cette constitution. Donc pour vous, la conférence nationale n'est pas comparable aux assises nationales de la Refondation? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas une comparaison. Le peuple malien a changé entre-temps. Il y a de nouvelles situations qui ont été créées. Nous étions au début de l'ère démocratique et nous ne pouvions pas, en tout cas, anticiper sur certaines choses parce que nous n'avions pas une expérience antérieure qui nous permettait de discerner certaines choses. L'ancienne constitution, ou en tout cas la constitution qui nous gouverne actuellement, c'est une constitution de 122 articles, c'est une constitution simpliste où on a mis quand même l'essentiel, mais cette constitution, on en est à 191. Avant, c'était 195, mais je pense qu'il y a eu un réaménagement avec les 75 autres personnes, ou bien 72, qui ont été quand même là pour la finalisation de cette nouvelle constitution. Donc, nous pensons qu'il faut... c'est-à-dire que quand le monde évolue, il faut évoluer avec le monde. Parce que nous savons qu'une constitution, effectivement, ce n'est pas fait pour que ça change tous les ans, ou chaque 5 ans, ou chaque 10 ans. Mais quand l'intérêt national est menacé, quand nous sommes confrontés à des problèmes endogènes, des problèmes exogènes, qui ne nous laissent pas d'autre choix que d'aller vers des réformes, nous devons avoir le courage de mener ces réformes et d'aller jusqu'au bout, quelles que soient les personnes, ou en tout cas les personnes qui pensent que nous ne devrions pas aller à cela. C'est un acte courageux, c'est un acte patriotique que nous sommes en train de vivre actuellement et nous voulons que la majorité des Maliens nous suivent dans ça parce qu'il y va de l'intérêt supérieur de la nation. Alors Alassane Abba, si on parlait maintenant du fond, du contenu de ce texte, puisque sur la forme, autant vous reprochez à la façon dont en tout cas ce référendum est initié, autant Mme Samake aussi reproche à l'actuelle constitution en vigueur, dont la façon dont elle a été initiée en 92. On parle maintenant du fond, du contenu du texte. Que reprochez-vous à ce texte? Je ne peux pas répondre tant que je n'ai pas répondu à certaines contre-vérités que Madame a annoncées ici. Comparer la Constitution de 92 à ce qu'on nous offre aujourd'hui, je crois que c'est manquer vraiment de sens, de reconnaissance et de sens d'analyse. La Constitution de 92 a été faite suite à une conférence nationale souveraine. Souveraine, je précise bien, une conférence nationale souveraine où le peuple vient, le peuple parle, écrit ce qu'il veut et adopte ce qu'il veut sans aucune injonction. Ce n'était pas le cas aux assises? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas que Madame nous fasse croire aux Maliens que c'est le peuple qui est venu répondre et que c'est vraiment les aspirations du peuple. C'est archi faux. Je m'inscris en faux. Je suis du Mali, je suis à l'intérieur, nous avons des parents à l'intérieur, ils ne savent même pas que ce processus a eu lieu. Parce qu'il y a l'insécurité. Les gens, ce qu'on vous raconte, c'est archi faux, madame. Ceux qui ont été associés, c'est les responsables que le pouvoir a bien voulu désigner pour les représenter à la base. Ce sont les sous-préfets. Ce sont les maires que je rappelle, dont le mandat est terminé il y a très longtemps et qui aujourd'hui sont obligés d'appliquer tout ce qui leur vient de leur tutelle. Ce sont les gouverneurs de région. C'est eux qui ont eu instruction de désigner des gens pour venir à cette conférence nationale. Le peuple n'a pas été concerté. Mieux, c'est une constitution. Ce n'est pas l'histoire du pouvoir, c'est l'histoire de tous les Maliens. Nous avions été touchés ici, on a dit que ce n'est pas opportun. Parce que nous avons constaté que la venue et la convocation des ANR, c'est pour la prolongation du mandat qui était déjà tranché dans la charte. La charte est très claire dessus. Dès lors, vous venez parler d'autres choses, notamment le mandat que vous voulez confier à des gens pour venir parler au nom du peuple, vous faites de la subversion, vous mentez, vous parlez de tout sauf l'essentiel. Madame, la conférence de 1992, c'est une conférence où ceux qui se sont réunis, c'est des gens qui n'avaient pas d'instruction à recevoir de quelqu'un. C'est des magistrats, c'est des syndicalistes, ceux qui ont fait le combat
pour dégager Moussa Traoré. De tous les bords, ils ont rédigé leur constitution. Et la constitution est très claire. L'initiateur qui était là dit qu'il va faire la constitution, l'adopter et partir. Nous avons des gens qui sont venus nous embarquer dans une situation pour rester. Madame, vous êtes de quel parti? Le parti dans lequel vous êtes. C'est quoi le nom là? ADPM. ADPM. Vous croyez qu'à la conférence nationale, on va faire venir les gens parce qu'ils ont créé des partis politiques? Non. À la conférence nationale, on a amené des gens qui ont de la voix, des gens honnêtes, des gens qui n'ont rien à se reprocher. C'est eux qu'on a amenés pour faire une conférence nationale. Cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? On voit d'abord, nous avons 200 partis politiques. Sur les 200 partis politiques, il y en a qui n'ont pas un seul conseiller municipal. Je crois que le parti de madame en a 2. Alors, quand vous amenez des gens qui ont 2 conseillers municipaux, des gens qui en ont des milliers sont là, vous les mettez de côté parce qu'ils vous disent qu'ils ne sont pas d'accord, il faut écarter cet aspect. Vous dites non, c'est nous qui sommes là aujourd'hui, c'est nous qui allons décider. On ne gère pas un pays comme ça. Un pays ne se gère pas comme ça, surtout une constitution. Une constitution a besoin de l'inclusivité, de la participation de tout le monde. Et la constitution dit d'ailleurs qu'il ne faut même pas la voter si l'intégrité du territoire est menacée, simplement pour qu'il y ait une inclusivité. Alors, Alassane, vous avez un territoire aujourd'hui qui est occupé. Elle est d'accord avec moi. Quelle est la partie du territoire où essentiellement on peut faire l'élection si ce n'est pas dans les grandes villes? Qu'elle me le dise. Si on te dit autre chose, c'est archi faux, madame. C'est que vous êtes en déphasage avec les réalités du Mali. C'est que vous ne savez pas comment le Mali vit. C'est pourquoi vous pensez que le Mali se résume aux ceux qui sont là, les chefs des institutions. Madame, vous êtes une dame, il y a des écarts de langage que je ne vais pas tenir. J'aurais aimé trouver votre président face à face. Alors Alassane Abba, vous parlez, oui. J'aurais aimé trouver ici face à moi votre président. Alassane Abba, vous parlez. Oui, s'il vous plaît. Il y a des choses que je ne vous dirai pas. S'il vous plaît. C'est pas se battre. C'est pas se battre, je ne vois pas. Vous parlez d'aujourd'hui. Laissez-moi s'il vous plaît. Non, attendez. Je veux que madame me dise dans cette constitution où est le côté positif de cette constitution. Voilà, je voudrais qu'on parle de ça. Qu'est-ce que vous reprochez au contenu de ce texte? Je me suis efforcé à lire le contenu du texte. D'abord, pour moi, le texte ne doit même pas être adopté aujourd'hui parce que le protocole de la CEDEAO est explicite en la matière. On ne peut pas aller à certaines adoptions de certains textes en moins de 6 mois, lorsqu'on est à 6 mois des élections. Nous sommes pleins aujourd'hui dans l'élection. Quand est-ce que ce texte a été fait? Je viens encore, madame. Madame, ce qui a été dit, c'est des réformes. D'accord, soit, allons-y à des réformes. Ce qu'on nous avait dit à l'époque des réformes, quand on nous avait dit qu'on va aller à la rédaction d'une nouvelle constitution, on nous a dit que c'était pour prendre les accords d'Alger en compte. Moi, j'étais à toutes les réunions, madame. On nous a dit que c'est pour prendre en compte l'accord d'Alger. Quelle est la partie du texte qui prend en compte l'accord d'Alger? On nous a dit, ici, rabâcher les oreilles, pour nous dire que c'est pour qu'il n'y ait plus jamais de fraude électorale, pour que le pataquès, le gâchis qui s'est produit et qui nous invalide, tout ça ne se reproduise plus. On a mis en place l'EJ, madame. Quand l'EJ a été mis en place, vous avez vu la poisson dont l'EJ a été mise en place. C'est au tirage au sort. Vous pensez que cela nous garantit, nous met à l'abri. Nous met à l'abri. Oui. Nous allons vous redonner la parole tout de suite. Oui. On va vous redonner la parole tout de suite. Madame a parlé. Madame, laissez s'il vous plaît que je graine. Que je graine parce que je graine. Parce que j'ai lu et relu. Je n'ai pas vu un point positif. D'accord. On a dit ici que l'Assemblée nationale et le Sénat sont créés pour avoir une chambre bicamérale. Mais le Sénat qu'on a créé, combien ça coûte pour notre pays aujourd'hui? Quelle amélioration le Sénat va apporter dans l'adoption des projets de loi? On a parlé ici... Vous pensez que ce n'est pas nécessaire? Ce n'est pas nécessaire, ça ne fera rien. Le Sénat ne fera rien que l'Assemblée n'a pas eu à faire. D'accord. Moi, j'ai été député, je sais les limites de l'Assemblée. Un député ne peut pas, madame.
Pour preuve, ceux qui jouent l'office des députés qui sont au CNT aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont réglé? D'accord. Ils ne peuvent pas. D'accord, nous allons vous donner la parole tout de suite. Il y a des choses plus graves. S'il vous plaît. Il y a des choses plus graves, monsieur. Oui, on je vous donne la parole reviendrai tout sur de ces choses suite. plus graves. Il ne faut pas monopoliser, on vous donne la parole. Il y a des choses très graves dans cette constitution. Oui, je vais demander à Madame Traoré si elle est d'accord avec tout ce que vous venez d'évoquer comme grief à cette constitution, à ce projet de constitution. Madame Samaké, vous, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte qui vous pousse à demander aux Maliens de voter pour ce texte? Ok, merci beaucoup, Monsieur Kadigo. Je pense que nous avons dit oui et nous l'assumons pleinement. Et pour revenir à des points importants que mon aîné a soulignés, je tiens d'abord à dire que nous sommes venus pour débattre, mais pas pour se battre sur le plateau. Donc, je pense que... Non, mais bon, enfin, bref, je pense, jusqu'à parler d'écart de langage, je pense qu'on n'en a pas besoin sur ce plateau. Non. Maintenant... non, s'il vous plaît... Dire que vous êtes sous-représenté n'est pas un écart de langage, c'est une vérité. Non, mais attends... S'il vous plaît, laissez-la continuer. Voilà, on vous a écouté attentivement. Donc, je pense que le fait d'avoir 2 ou 3 conseillers ne permet en aucun cas d'enlever la citoyenneté à un Malien, sans quoi il n'y aura pas de vote. Hein. On aurait dit que la voix de certains citoyens ne compte pas et que d'autres comptent. Donc je suis désolée de le dire, mais le fait qu'on soit parti ne dépend pas du nombre de voix qu'on a ou du nombre de conseillers qu'on a quelque part. Tout simplement, parce que tout parti est appelé à grandir. Vous avez grandi et vous avez eu des conseillers, c'est normal. Et nous n'avons aucune, on va dire, en tout cas de notre côté, nous sommes fiers de ce que nous faisons parce que nous nous battons pour notre patrie. Nous avons une vision. Au moins, nous avons une vision pour ce Mali-là. Cette vision, c'est quoi? C'est faire un changement de paradigme parce qu'après 60 ans d'indépendance, nous nous sommes retrouvés dans le chaos total parce que nous n'avons pas pu nous défaire du colonialisme. C'est devenu du néocolonialisme. Est-ce que cette constitution va permettre ce changement? Nous pensons que cette constitution, et ça permet de répondre à la plupart de ces questions, là où il parle du fait que les ANR ne constituent pas... Ça, c'est une insulte au peuple malien. C'est comme pour dire, par exemple, que toutes les personnes qui ont été invitées aux ANR sont acquis à la cause du pouvoir public, et c'est comme si ces personnes ne réfléchissent pas. Donc, alors que les personnes qui ne sont pas allées à ces assises-là ont refusé librement de ne pas y aller. On ne peut pas forcer quelqu'un qui ne veut pas venir. Ça aussi, c'est reconnu par notre Constitution. Quelque part aussi, je pense que si le CODEM n'a pas participé, le CODEM n'est pas le peuple malien. Maintenant, quand il dit que dans la nouvelle Constitution, qu'il n'y a aucune innovation, et qu'il dit en même temps qu'on a parlé des accords d'Alger et qu'on voulait appliquer les accords d'Alger. Quand on parle de Sénat dans la Constitution, ça fait référence à quoi? C'est les accords d'Alger. Mais ce que je ne comprends pas, ça c'est une contradiction flagrante. Vous voulez qu'on applique les accords d'Alger à la lettre pendant qu'en 2015, le peuple malien, la majorité, n'était pas d'accord avec cet accord-là. Parce qu'on sait que le Mali a été le dos au mur parce que le Mali était faible par rapport aux différents protagonistes qui étaient sur le plateau, à savoir les mouvements rebelles, qui avaient le vent en poupe, qui étaient soutenus, on va dire, par la communauté internationale. Donc cet accord ne profitait pas du tout au peuple malien. Donc quelqu'un, je ne sais pas, je ne pense pas que quelqu'un pourrait me convaincre du contraire. Alors si on prend en compte le Sénat, pourquoi? On le prend en compte tout simplement parce que dans l'Assemblée nationale, c'est une élection où on a des députés, c'est vrai, mais il n'y avait pas cette composante légitimité traditionnelle ou autorité traditionnelle. Il n'y avait pas ces personnalités qu'on va pouvoir nommer au niveau du Sénat qui permet à ces personnes aussi d'avoir voix au chapitre par rapport aux grandes décisions de la nation. Alors, moi, je pense que quelque part, quand on regarde les institutions qui ont été réaménagées, ça a été réaménagé en fonction de nos réalités et des objectifs que nous voulons atteindre. Parce que quelque part dans cette Constitution, on a reconnu ces légitimités, mais en même temps,
on a reconnu le fait que, par exemple, les Maliens de l'extérieur puissent être représentés au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui n'existait pas dans l'ancienne Constitution. En même temps, quand on prend le Conseil économique et social, où, par exemple, la diaspora était représentée, les questions environnementales n'étaient pas abordées. Comment est-ce qu'on peut parler des questions sociales, économiques et culturelles et occulter les questions environnementales qui sont quand même essentielles à la survie humaine? Donc, quand on regarde également cette Constitution, le fait de dire que, par exemple, la CEDEAO, faire référence à la CEDEAO, je suis désolée de le dire, je ne pense pas que le peuple, ou le peuple africain, le peuple malien se reconnaît dans les grandes décisions de la CEDEAO. Je ne sais pas pourquoi on prend parti pour cette CEDEAO qui nous a mis sous embargo pendant des mois et tous les Maliens en ont souffert. Nous continuons à souffrir de cela et les Maliens sont d'accord que cette CEDEAO n'est plus une CEDEAO des peuples, c'est un clan de chefs d'État, d'élites qui se permettent d'appliquer des décisions et qui sont instrumentalisées par les pouvoirs occidentaux. Cela est évident. C'est évident pourquoi? Parce que c'est une institution qui est financée par l'extérieur. L'institution n'arrive même pas à se financer elle-même. Alors vous avez évoqué des dispositions. Si vous n'avez pas fini, vous pouvez continuer. Oui. Sinon, vous avez évoqué des dispositions qui doivent en tout cas motiver en tout cas ce vote, ce oui pour ce projet de constitution. Mais également, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui s'inquiètent par rapport à la création ou bien à l'instauration d'un super président avec des pouvoirs qui sont en tout cas super élevés, mais également des binationaux, les Maliens de l'extérieur qui se plaignent du fait qu'on a dit qu'un binational ne peut pas briguer un mandat. Qu'est-ce que vous répondez à ceci? Bon, moi, je vais d'abord parler de 2 ou 3 avantages de cette constitution, parce que lui, il pense qu'il n'y a vraiment aucune innovation. D'abord, l'officialisation de nos langues. On n'a jamais vu un peuple, un pays qui peut se développer avec une langue étrangère. Toutes les grandes nations ont adopté leur propre langue, ont travaillé dans leur langue avant d'être des pays développés. L'officialisation de nos langues est pour moi une innovation majeure. Une autre chose, c'est que, par exemple, il y a l'équilibre du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Autant le Parlement peut destituer le président, autant le président aussi peut dissoudre le Parlement. En quelque sorte aussi, on a vu qu'il y a la valorisation du statut des légitimités traditionnelles et autres. Donc, j'en passe, mais en même temps, l'interdiction de la discrimination basée sur le sexe, l'ethnie, le genre et tout le reste, et qui barre la route à toute velléité de sécession du pays ou qu'une ethnie se croit supérieure à une autre ethnie et ou qu'une religion se sente supérieure à une autre religion. Cela dit, je réponds à votre question en disant qu'aujourd'hui, on dit que le pouvoir du président est très fort, mais je pense du moment qu'il y a cet équilibre du pouvoir entre les deux institutions, je pense que ça n'est plus le cas. Même si on estime que il fallait que les choses soient beaucoup plus assouplies, je ne pense pas qu'on doit quand même élire un président et qu'après on puisse le destituer de la manière la plus facile. Je ne pense pas qu'on puisse diriger un pays de cette manière. Donc il va falloir qu'il y ait des garde-fous. Maintenant, je pense que vous avez aussi évoqué la question de pourquoi nous voulons aller vers le oui. C'est ça? Non, je disais pour les binationaux, les Maliens de l'extérieur. Voilà, les Maliens de l'extérieur. Cette disposition je pense que cette disposition est importante parce que d'abord, on a reconnu à la diaspora malienne d'être dans les institutions de la République. Ça, c'est une innovation. Mais en même temps, on a évité que des personnes qui ont une double nationalité puissent se présenter à la magistrature suprême. C'est extrêmement important. Nous, à l'époque, avant qu'il y ait la commission de finalisation, nous avons dit, mais ce n'est pas possible parce que nous défendons la diaspora. On dit qu'il fallait quand même donner la possibilité à la diaspora aussi de briguer le mandat présidentiel, mais qu'après, la personne pouvait éventuellement laisser l'autre nationalité. Mais après, quand on a réfléchi, on a constaté que c'est très dangereux. Très dangereux dans le sens que si on accorde, par exemple, la double nationalité, vous vous présentez à une élection présidentielle, vous avez la double nationalité, on va dire américaine et malienne.
Alors, après, vous êtes élu comme président. La procédure que vous allez entamer pour quitter cette nationalité étrangère-là peut prendre du temps. Et entre-temps, si vous êtes sous le coup de la loi, et ils vont vous prendre en tant que citoyen, vous mettre en prison, alors que c'est notre président qui est en prison avec eux. Alors, comment nous allons faire? Donc, je pense que vraiment, ou bien quand on dit que vous avez un mandat international ou que vous êtes un escroc de grand chemin, pendant que vous êtes notre président. Ça ne va pas. Donc, c'est pour ça qu'on a cadré, et c'est uniquement par rapport au mandat présidentiel. Tous les autres mandats, que ce soit au niveau législatif ou les autres institutions, la diaspora malienne peut bel et bien être représentée. Et cela, c'est un combat qui a été mené non seulement par les associations de la diaspora, mais avec aussi l'accompagnement du gouvernement. Moi, j'ai été secrétaire permanent du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Je sais ce que ça veut dire pour les Maliens de la diaspora. D'accord. Alassane Abba, êtes-vous d'accord avec toute cette argumentation de Mme Traoré concernant les avantages contenus dans ce texte? Je vous dis que ce texte n'a aucun avantage si ce n'est pas partager le gâteau. On pense qu'aujourd'hui, les gens de l'Azawad ont pris les armes juste pour demander à se retrouver au niveau du Sénat. Le micro. C'est une insulte, madame. Quand vous pensez qu'en donnant quelques 2 ou 3 chefs du Nord au niveau du Sénat, que ça résout la question posée par les frères de l'Azawad. Vous vous méprenez dangereusement. Le deuxième aspect, quand madame dit que le pouvoir est partagé, je suis désolé. Je sais de quoi quelle la force et quelle la capacité d'un député, même au moment où le député était élu et n'est pas nommé. Ce député, je vous le dis, même pour les interpellations, ce n'est pas facile. À plus forte raison, les motions de censure. Depuis combien de temps, combien de motions de censure ont été déposées sur la table de l'Assemblée nationale depuis que l'Assemblée a été l'Assemblée, et combien de motions ont abouti? Vous pensez que là où il n'est pas facile de faire partir un Premier ministre ou un gouvernement, de le faire tomber, parce que l'Assemblée estime qu'il gère très mal, c'est un président de la République qu'on peut venir simplement parce qu'on a mis dans le texte, il y a possibilité de déchoir le président. Madame, ce n'est pas les textes. Ce n'est pas les textes qui manquent. Vous avez beau mis ces dispositions dans les textes, ça ne tiendra pas. Les textes du Mali ont toujours donné aux députés la latitude de contrôler l'action gouvernementale. Ce n'est pas ça le problème. Les textes ont toujours mis dedans la corruption, la lutte contre la corruption. La corruption existe aujourd'hui encore au Mali. Vous n'arrêterez pas ça parce que vous avez pris une nouvelle constitution. Hein? C'est le changement de mentalité. J'informe, madame, quand nous avions créé notre parti, contrairement à beaucoup de gens, depuis 15 ans, nous, on a parlé du retour du Mali à ses valeurs. Depuis 15 ans, on a dit comptons d'abord sur nos propres forces. Depuis 15 ans, on a pris pour logo la Kenui qui symbolise le retour à nos valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre développement ne se fera pas par quelqu'un d'autre. Notre défense ne se fera pas par quelqu'un d'autre. Nous avons appelé à ça politiquement. Et c'est la raison pour laquelle on a dit d'aller à un tournant générationnel. On n'a pas attendu les militaires pour aller chez eux pour leur dire que nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Hein. On n'a pas attendu ça. Nous avons créé un parti politique pour dire que nous allons changer la situation de fer de ce Mali. Nous l'avons fait devant les grandes formations politiques à l'époque, devant lesquelles personne ne pouvait opiner et qui faisaient passer ce qu'ils voulaient faire, passer comme ils le voudraient. Nous avons pris cette responsabilité. Aujourd'hui, la vérité, madame, c'est quoi? C'est que les gens qui sont là aujourd'hui soutiennent parce qu'ils se disent qu'ils sont devenus la nouvelle classe politique. Et que quand les militaires vont passer, c'est nous qui allons être la nouvelle aile politique. Ceux qui viennent avec eux, qui étaient de l'autre bord avant, qui se précipitent chez eux, disent attention, si nous ne venons pas avec les militaires. C'est ça les calculs des Maliens. C'est ça l'analyse des Maliens. Sinon, elle sait très bien qu'on ne pourra pas renverser un président de la République par simple motion de censure. Elle le sait. Elle le sait, madame. Parce que quelqu'un qui n'a pas pu renverser un député,
disons, un ministre ne pourra pas renverser un président. Les États-Unis, où l'impeachment existe depuis plus de 200 ans, une seule fois, la motion de censure a mordu. Jusqu'à une seule fois. Chez nous, alors, Alassane Abba, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de demander aux gens de ne pas voter pour cette constitution, est-ce que c'est par crainte que les militaires ne restent au pouvoir? Non, ce n'est pas la crainte. Tu sais, les militaires, s'ils avaient donné le gage, nous, on n'a pas de problème avec les militaires. Hein. Nous avons des problèmes avec les autres politiques qui mentent aux militaires. Les militaires nous ont dit de façon très claire, et même comment on appelle là, dans la charte, qu'ils sont venus et qu'ils ne se présenteront pas. Nous nous en tenons à ça jusqu'à présent. Hein. Le problème, c'est quoi? C'est les autres hommes politiques qui nous font passer parce qu'on a dit qu'on ne va pas aux ANR, qui ne sont pas du tout, qui ne peuvent pas remplacer véritablement le peuple malien. On le retient encore. Les ANR, quel que soit ce qui le représente, la Constitution est plus que les ANR. Quelqu'un qui foule au pied les ANR ne doit pas nous dire que le peuple a décidé à travers les ANR. La Constitution est plus importante. Mieux, monsieur, une minute. Vous savez, pour nous, le serment, il est très important. Et c'est pourquoi, jusqu'à preuve du contraire, nous croyons à ce que le président a dit, parce que c'est non seulement un soldat, et il a prêté, un officier, il a prêté serment sur notre Constitution. Tous les grands hommes d'État savent que lorsque tu prêtes serment, tu prends un engagement, tu le respectes, quel que soit ce que ça peut coûter. Vous savez, ici, on regarde dans l'histoire, même dans la religion, quand vous prenez l'histoire de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, sa tête a été remise. Hérode a demandé de couper la tête de Jean-Baptiste parce qu'il a promis, il a pris presque un serment que tout ce que la femme d'Hérodia va demander, sa femme Hérodia va demander, il va le faire. Malheureusement, la demande qu'elle a faite était une dépense atroce. C'était la tête de Jean-Baptiste. D'accord. Donc pour vous, les autorités actuelles n'ont pas respecté le serment. Ils n'ont pas respecté jusque-là. En tout cas, dans certains domaines, ils n'ont pas respecté. Nous n'avons plus que 3 minutes. Je voudrais vous faire réagir sur une question. Ça, c'est la laïcité qui divise aussi, contenu dans le texte. Quelle est votre position, la position de la CODEM? Mais moi, je ne sais même pas comment on peut être d'un pays musulman, comme le Mali. Demandez aux religieux maliens, notamment les musulmans maliens, si vous demandez les musulmans, quel est votre avis? S'ils vous donnent leur avis, si vous balayez ça comme ça, d'une main de revers, mais vous ouvrez leur courroux. Donc, à la place des autorités, vous enlevez la laïcité. L'État malien a accepté enlever la laïcité depuis qu'il parle des confessions religieuses. Hein. Il leur a manqué seulement le courage de doter le mot laïcité. Oui, parce que notre confession, ici au Mali, on n'a pas de choix, même s'ils ne l'enlèvent pas, quelque part les citoyens trament déjà et font déjà avec les djihadistes qui sont sur le terrain. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle est votre position? Ma position aujourd'hui, c'est la position de l'écrasante majorité des citoyens maliens qui demandent, en tout cas les religieux, qui demandent de s'exprimer de façon courageuse par rapport à notre position religieuse. C'est-à-dire que la laïcité, il faut mettre ça entre griffes. Parce que cette laïcité, quand vous réfléchissez très bien, elle comporte un danger. Je suis d'accord avec eux, mais il faut savoir le faire et attendre le moment de le faire. D'accord. C'est pourquoi on a dit de retirer le projet de constitution parce qu'elle divise. D'accord. Elle divise les religieux, oui. Elle divise les partis politiques, elle divise les mouvements armés, elle divise la société, elle divise tout le monde. D'accord. Alors qu'un projet doit être au moins consensuel. Si ce n'est pas consensuel, la sagesse veut que vous dites, bon, j'ai voulu le faire, je n'ai pas pu, je retire. ATT l'a fait, Ibeka l'a fait, et Alpha l'a fait. Mais eux, on pense qu'ils sont faibles. D'accord. Cela est bien compris. Madame Samake, est-ce que vous comprenez ceux qui demandent à ce qu'on enlève le terme laïcité du contenu de ce texte? Donc, avant de me prononcer sur la laïcité... Puisque nous n'avons que 3 minutes avant de passer la parole au public. Oui, mais je dois quand même me recadrer parce que, quelque part, il a souligné le fait que c'est un partage de gâteaux et que les mouvements sont là juste pour soutenir et qu'on a été créé... Moi, je vous rappelle quand même que l'ADPM existe depuis 2014 et nous avons une vision. Et avant même que la Constitution ne soit rédigée, nous avons rédigé la Constitution, on l'a déposée sur la table.
Et c'est temps où on dit que quand on interpelle un ministre ou quand on fait une motion de censure que ça ne passe pas, il faut qu'il sache que ce temps est révolu. Ce temps est révolu pourquoi aujourd'hui on assiste à la démission de certains ministres. Nous, on a fait 13 interpellations au CNT. Nos 13 interpellations ont passé. On a eu nos réponses, que ce soit des interpellations écrites ou orales. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à prendre le train en marche et c'est dommage. Maintenant, par rapport à, comment on peut appeler ça, la question... comment on peut appeler ça, l'immunité parlementaire et retour à nos valeurs, je pense qu'il n'y a pas mieux à faire dans cette Constitution quand on parle de légitimité traditionnelle. Ça a un retour à nos valeurs. Et en même temps, on sait que dans l'ancienne Constitution, ou en tout cas la Constitution qui est actuellement en vigueur, dans cette Constitution, on retrouve que, par exemple, l'immunité parlementaire existe. Alors que dans cette Constitution, on dit qu'on ne va pas te nommer député pour que vous vous cachiez derrière l'immunité parlementaire pour ne pas être jugé ou pour ne pas être interpellé. Et cela est extrêmement important. C'est sur l'expérience, la pratique que nous avons su que c'était un vrai danger. Et là, ça s'étend même au président de la République. Donc, si on ne peut pas appeler tout ça innovation, alors là, je me pose des questions. Maintenant, par rapport à l'Azawad, la question de l'Azawad, que ça ne se résume pas à 2 ou 3 chefs. Désolé, mais ça a toujours été comme ça. Avec l'Azawad, il y a toujours eu des concertations. Et à chaque fois, c'est un partage du pouvoir qui a été demandé. Et l'Azawad dont on parle, c'est un mot que je n'aime pas tellement dire sur le plateau. Aujourd'hui, nous savons que ce même mouvement participe à l'action gouvernementale. Et quand on dit que les militaires veulent s'éterniser au pouvoir, les militaires, ce n'est pas des Maliens. Est-ce que c'est les militaires seuls qui sont en train de diriger? Pourquoi avoir une peur bleue comme si ce n'était pas des Maliens? Alors, l'autre chose que je voulais ajouter par rapport à la laïcité, moi, je ne dirais pas enlever ou ne pas enlever. Moi, je m'en tiens à ce qui a été décidé par une majorité de population, parce qu'au départ, c'était 25 personnes qui avaient rédigé le projet de constitution. Ces 25 personnes n'ont pas enlevé la laïcité. Après, on dit que non, ce n'était pas représentatif, il faut amener les autres forces vives, ceux qui n'étaient pas représentés. Il y a eu une commission qui n'était d'ailleurs pas programmée, mais on a quand même fait cet effort-là. Et il y a eu une plus large représentativité. Et ces personnes-là étaient dans cette commission. Et ces personnes n'ont pas réussi à enlever la laïcité de cette constitution. Vous voulez que qui l'enlève? Vous voulez que qui l'enlève? S'il y a une bataille à mener, c'était au niveau de cette commission qu'on devait mener cette bataille. Et aujourd'hui, quand on a cette constitution, on n'a pas demandé que les Maliens disent oui ou non. Non, on a dit aux Maliens, faites un choix. C'est un référendum. Vous avez la liberté de dire oui ou non, mais en toute connaissance de cause et en toute responsabilité. D'accord, cela est bien compris. C'est ce qui me fait à cette première partie de notre grand dialogue public. Et merci. Je voudrais qu'on acclame fort nos 2 invités qui ont fait montre de courage et ils ne sont pas nombreux aujourd'hui, des acteurs politiques qui ont ce kilo, cette audace d'être sur le plateau et débattre dans une émission de débat contradictoire. Merci à toutes et à tous. Je rappelle que nous parlions aujourd'hui du référendum du 18 juin prochain. Pourquoi voter oui ou non? Nos invités étaient Mme Samake Fatoumata Traoré de l'ADPM et Alassane Abba de la CODEM. Nous étions à l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication. Merci à toutes et à tous et à la prochaine pour un autre numéro.